On va aller un petit peu plus loin et aller de l'autre côté de l'Atlantique, puisque outre des chasseurs français dont on espère donc que les Ukrainiens les verront un jour, la question de l'aide américaine a de plus en plus de plomb dans l'aile, malgré un accord a priori à la Chambre. C'était sans compter sur Donald Trump qui tente, vous allez le voir, de tout torpiller. Raphaël Redon nous explique et on en parle ensuite. L'élection américaine n'aura lieu que dans 9 mois, mais l'influence de Donald Trump est déjà visible. Hier, pour la première fois, l'ancien président prend réellement position dans la guerre en Ukraine et s'oppose fermement à l'aide de 60 milliards de dollars promise à Kiev. Seul un idiot ou un démocrate de la gauche radicale voterait pour cet horrible projet de loi. Cette enveloppe a été validée par le Sénat au terme de plusieurs mois de négociations entre démocrates et républicains. Pour donner leur accord, ces derniers ont obtenu un durcissement de la politique migratoire américaine. Il y a 2 mois, mon équipe a commencé à travailler avec un groupe bipartisan de sénateurs pour élaborer le projet de loi sur la sécurité aux frontières le plus sévère, le plus intelligent et le plus équitable de l'histoire. Mais pour adopter définitivement ce projet d'aide à l'Ukraine, il faut maintenant la validation de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains. Sauf que son président, Mike Johnson, ne semble pas vouloir en entendre parler. Le président Biden tente d'une manière ou d'une autre de rejeter sur le Congrès la responsabilité de la catastrophe provoquée par son administration. C'est absolument risible. Ce discours date d'il y a plusieurs jours. Hier, Johnson a durci sa position dans un tweet. Pour lui, ce projet de loi n'est pas une option. J'en ai assez vu. Si ce projet de loi parvient à la Chambre, il sera mort dès son arrivée. Dans la soirée, Joe Biden, smoothie à la main, est revenu sur cette déclaration. Quel est votre message au président Johnson? Mon message au président Johnson est de prêter attention à ce que fait le Sénat. Nous avons un accord bipartisan. Vous en verrez les détails cette semaine. Il sera présenté mercredi. Les interventions de Donald Trump sont un moyen de mettre la pression sur Biden à quelques mois des élections. L'accord final met du temps à arriver. Cela prive l'Ukraine de son soutien le plus précieux. Et Trump peut continuer de revendiquer qu'il ferait mieux. Vous avez dit que vous pouviez régler cette guerre. Vous auriez besoin de jours, de mois, de 24 heures. Au milieu d'une guerre en Ukraine qui dure et alors que les États-Unis ont déjà envoyé 110 milliards de dollars à Kiev, on semble assister entre les républicains de Trump et les démocrates de Biden au premier épisode d'une présidentielle dont les intérêts surpassent peut-être ceux du conflit. Là, c'est 60 le paquet, oui. Alors, sujet extrêmement bien fait, explicatif. Bravo à Raphaël Redon pour ça. Magali, quelle latitude ils ont s'il y a un accord entre les deux chambres? Est-ce que la pression mise sur Johnson peut être efficace? L'accord des deux chambres, pour le moment, il est loin d'être acté, parce qu'on a un Donald Trump qui est en effet en train de mettre une pression, mais qui est maximale sur les élus républicains, pour qu'ils ne votent pas justement ce texte bipartisan qui a pourtant été négocié par certains républicains. Ils auront du mal à ne pas avoir tous le doigt sur la couture du pantalon, a priori, ces sénateurs. Oui, parce que Trump, ça y est, on voit bien comment a commencé ce processus des primaires. Il est le candidat naturel finalement des républicains, vu les scores qu'il fait, il n'y a plus véritablement d'opposants. Donc quand Trump parle et dit tous ceux qui votent sont des idiots ou des démocrates, des radicaux de gauche, évidemment ça fait réfléchir certains. Surtout que Trump va même plus loin dans les menaces. Vous savez, il y a un républicain qui a négocié, qui est le négociateur républicain justement de ce texte bipartisan au Sénat, qui s'appelle James Lankford. Eh bien, il le menace indirectement, enfin même pas indirectement, il dit, en gros, s'il veut rester à son poste, s'il veut avoir une suite de carrière, en gros, il ferait mieux de faire attention. Donc on a véritablement un Donald Trump qui fait des menaces qui ne sont même plus voilées, c'est-à-dire, vous êtes avec moi ou contre moi. Il n'est pas question de donner à Biden le moindre cadeau, alors qu'on voit bien que la campagne électorale a commencé. Le problème, c'est que, vous savez, Biden, il a associé l'aide à l'Ukraine, 61 milliards dans ce paquet, la sécurité à la frontière sud, c'est-à-dire tout le paquet migratoire, l'aide à Israël. Donc tout ça fait l'objet d'un texte, d'une grande enveloppe de plus de 110 milliards. Et on voit bien que Trump, qui veut faire de la loi de l'immigration vraiment l'alpha et l'oméga de sa campagne, est pas du tout enclin à donner à Biden la moindre victoire sur ce terrain de l'immigration à quelques mois de la présidentielle. Quitte à casser le paquet immigration dont parlait Magali, en fait, Pierre Oui, Ménard. mais de toute façon, Trump considère qu'il est très largement insuffisant, ce paquet immigration. Donc il le combat et considère que c'est pas suffisant.
que lui a fait beaucoup mieux, ce qui est pas... Après, on peut en discuter sur le fond, bien sûr, mais cela étant, la Chambre des représentants, vous vous rappelez, c'était les primaires de 2022, il n'y a pas une très forte majorité républicaine. Ils ont une majorité de quelques voix, donc la question est de savoir si l'administration démocrate arrivera à glaner quelques voix en leur faisant valoir ce qu'a dit le président Biden, à savoir il y a eu un accord au Sénat, un accord bipartisan au Sénat. Donc il y a quelques républicains du Sénat qui ont accepté. Donc est-ce que quelques républicains de la Chambre accepteront aussi ? Malheureusement, pour le président Biden, ceux de la Chambre sont peut-être encore plus soumis à l'autorité de Biden. Ils ont un mandat moins long, ils vont tous être renouvelés en même temps que l'élection présidentielle. Oui, c'est ça. La Chambre des représentants est élue pour 2 ans, donc ils sont tous rééligibles. Vous qui avez beaucoup suivi tout ça de l'intérieur, si j'ose dire, Catherine, ça se passe comment dans ces cas-là ? On essaye de récupérer quelques voix, on a l'impression d'être dans une série américaine, mais donc les coups de fil, on promet des choses... oui, bien sûr. Des pressions même. Oui, mais là, celui qui tient vraiment le levier, c'est quand même Donald Trump, parce que depuis qu'il est à peu près acquis que ce sera lui, sauf si la justice le rattrape vraiment, qui sera le candidat républicain, comme effectivement il a déjà réussi à mettre sur la touche ces dernières années des élus républicains mais qui ne lui étaient pas fidèles. Évidemment, ces menaces sont à prendre très au sérieux pour les gens de son camp, et puis surtout, il veut remettre l'immigration en haut de la liste de ces sujets. Souvenez-vous que quand il avait été élu en 2016, il expliquait que les Mexicains étaient des violeurs, enfin que c'était les Mexicains qui allaient même devoir payer pour construire le mur à la frontière pour empêcher les migrants de passer. Et c'est devenu un tel enjeu au sein des Républicains que certains gouverneurs de républicains ont affrété des charters pour envoyer des migrants, par exemple du Texas, vers les villes démocrates, New York, pour ne pas la citer, et ils ont submergé les villes démocrates de migrants en disant vous qui dites qu'il faut les accueillir, faites-le. Il a fallu faire appel à l'aide de l'État fédéral. C'est pour dire à quel point cette question des migrants a suscité tous les extrêmes et toutes les folies, et que, évidemment, Donald Trump va appuyer là-dessus. Si, au passage, il faut sacrifier l'Ukraine, c'est pas son problème. Parce que lui, il dit que les 60 milliards qu'on veut donner à l'Ukraine devraient être utilisés précisément pour préserver la frontière sud de l'arrivée des migrants. Mais général, quand il dit de façon assez péremptoire, Donald Trump, non mais le sujet de l'Ukraine, moi je vous le règle en 24 heures. Il imagine quoi en fait ? Simplement dire je ferme le robinet puis débrouillez-vous. Il a quand même un partenaire, pardon. Il a quand même quelqu'un à qui parler face à lui, c'est Vladimir Poutine aussi. Enfin, je ne sais pas quelles relations ils entretiennent tous les deux. D'ailleurs, s'il y en a des relations. Bonnes. C'est bonnes relations. A priori. Trop bonnes d'ailleurs pour certains. Mais c'est ça. Donc quand il dit je règle le problème en 24 heures. Nous, je me souviens, on avait retrouvé des extraits de la télé russe où les présentateurs de la télé russe riaient sous cap en disant écoutez, vous êtes gentil, monsieur Trump, on n'a pas besoin de vous pour régler le problème. Alors, ça, je ne sais pas si les Russes ont besoin de Trump pour régler le problème. Je sais en tout cas que ça prendra forcément plus de 24 heures, quoi qu'il raconte. C'est une rotomontade d'un candidat. Ce qui est intéressant, regardons finalement le cycle général. On voit bien depuis la fin de l'année dernière que la question du soutien à l'Ukraine est devenue un objet de campagne électorale. Que Biden a essayé d'honorer sa promesse, d'honorer son engagement politique de soutien à l'Ukraine de deux façons. D'abord en le liant au soutien à Israël, en faisant le pari que la cause israélienne serait suffisamment populaire pour emporter une adhésion. Et puis, voyant que ça ne marchait pas, en le liant à un problème de politique intérieure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a une sorte de cavalier, si vous me permettez, de cavalier entre des sujets de politique intérieure et des sujets de politique extérieure dans un espèce de grande loi avec 3 thèmes. Mais du coup, ce faisant, espérant obtenir les bonnes grâces à l'intérieur, bien évidemment, en année électorale, eh bien, c'est en train de rater. Et ça, on est en train, en Europe, et c'est pour ça que je rembobine le fil depuis finalement 6 à 8 semaines. On se rend compte depuis début janvier, ce qui explique que depuis 4 semaines, vous avez tous les dirigeants européens qui disent « Ah ben, il faut qu'on prenne en compte parce qu'on ne peut pas compter cette année au moins sur les Américains. » Tout le monde, finalement en Europe, a fait son deuil. Tout le monde comprend bien que ça ne va pas le faire.
parlons entre nous, ça ne va pas le faire. Et donc, ça explique d'abord les attitudes européennes, ça explique le paquet de 50 milliards qui a été voté il y a 10 jours par l'Union européenne, et ça explique ce qu'on discutait juste avant, les positions en pointe d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il faut relancer du soutien à l'Ukraine, d'autant plus que l'Ukraine a des difficultés.